Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Saint-Pierre, je suis une inspiratrice et l'animatrice de Parlons des vraies affaires. Bienvenue à la première émission de Parlons des vraies affaires. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à la base de l'entrepreneuriat. On va vraiment parler de la fondation de l'entrepreneuriat. Vous allez voir dans les prochaines émissions, je vais parler beaucoup de savoir-faire, savoir-être. Aujourd'hui, on va vraiment s'occuper du savoir-faire. Donc, qu'est-ce que ça prend de base solide pour développer une entreprise? Et ça va permettre le savoir-être par la suite, ce qui va nous amener un bon comportement de bon gestionnaire. Une fois que la base est solide, on est capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour faire progresser notre entreprise. Pour m'aider à faire ça aujourd'hui, j'ai un invité avec moi qui est en fait mon collègue de travail. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure. Ça me fait plaisir. Éric, je vais te laisser te présenter. Vas-y. Donc, bonjour, Éric Gosselin, conseiller en entrepreneuriat pour l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud. Ça fait environ une douzaine d'années que je suis conseiller en entrepreneuriat. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement la base qui va permettre justement de construire une entreprise qui est de plus en plus solide au fil des années. Donc, on va commencer vraiment là par une mise en contexte. La vraie base, là. Quand quelqu'un t'appelle et qu'il veut de l'information, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? En général, les gens vont m'appeler avec, ils vont dire bonjour, monsieur, madame Unitel, j'ai tel projet, je suis référé ou non par une entité X, à quel financement on a droit ou subvention. Et immédiatement, ce que je vais commencer par demander, c'est habituellement, est-ce que vous avez un plan d'affaires? Il est rendu où? Et vous avez besoin de ça pour quand? Et on me répond toujours, ou dans 99% des cas, pour hier. Donc, malheureusement, c'est pas toujours nécessairement possible de faire ça instantanément, bien sûr. Non, il ne faut pas oublier, un financement entrepreneurial, c'est souvent en mois. Il y a une préparation à faire avant que ce soit à peu près avec n'importe quel prêteur, finalement. Effectivement. Donc, une fois que ça s'est établi, que vraiment il y a une discussion qui est enclenchée, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont te rencontrer? C'est quoi le processus? Donc, de la façon dont on fonctionne à la serre, je ne peux pas garantir des autres endroits, mais je vais toujours devoir avoir un document écrit, que ce soit au moins une base, une ébauche d'un plan d'affaires ou une ébauche, c'est-à-dire ou un plan d'affaires qui est complet. Et ensuite, je vais prendre un temps d'analyse parce qu'évidemment, on veut que la première rencontre soit efficace et surtout que mes questions soient pertinentes avec cet entrepreneur-là. Okay. Et quand, soit qu'on t'appelle ou on va te rencontrer, c'est quoi les questions principales? On met en contexte, on est en pré-démarrage d'entreprise, on a des questions, on ne sait pas où, on sait un peu où on s'en va avec ça. C'est quoi les grandes questions, là? Et les grandes réponses, là, en quelques lignes. Que les entrepreneurs nous demandent? Oui. Donc, évidemment, ce qu'on demande, c'est habituellement à quel programme de prêt ou de subvention auquel on a droit. Donc, il faut savoir que des subventions, il en existe quasiment plus. Ça demeure encore et toujours un privilège, non pas un droit. Donc, à ce moment-là, je vais habituellement diriger les gens vers une séance d'information qu'on donne pour justement adresser les façons de faire et les programmes qu'on a chez nous dans l'organisme. Et chez nos partenaires également. Effectivement. Et donc, mais au niveau questions techniques, quelles sont les questions qui se sont posées au niveau de... tout dépendant d'où ils sont rendus, les principales questions qui peuvent être demandées quand On va habituellement fonctionner avec directement le plan d'affaires. C'est quoi un plan d'affaires? Ou encore, ça va être plutôt des questions par rapport à la mise en marché ou à faire des prévisions financières. Donc, c'est les éléments clés qu'on va habituellement regarder immédiatement. Donc, pour en revenir justement au principe de la première rencontre, c'est pas nécessairement l'entrepreneur qui pose des questions. On va bien sûr avoir plutôt un back and forth dans le sens où est-ce que j'ai lu le document et on va plutôt éclaircir ou clarifier les éléments qui sont déjà présentés. Okay. Plus tard dans l'émission, on va aborder le plan d'affaires plus en détail. C'est quoi les différentes étapes, les questions qu'on doit se poser quand on démarre une entreprise? Pour toi, quelqu'un qui t'appelle ou que tu reçois un entrepreneur, c'est quoi le client idéal?
c'est comment on se prépare à rencontrer un conseiller en entrepreneuriat ou à démarrer une entreprise carrément. Bon, donc, idéalement, la situation idéale, je ne peux pas dire le client parfait, mais ce qu'on aurait, c'est évidemment quelqu'un qui est, de un, bien informé. Déjà, il connaît ses options, donc il sait aussi que les délais, ça ne se fait pas en termes de jours ou voire même en termes de semaines, c'est extrêmement difficile dans la majorité des cas, mais bien en termes de mois. Donc, il ne faut pas arriver, le client idéal va arriver, il sait que on a déjà un pipeline qui fonctionne et qui va souhaiter s'insérer dans ce pipeline-là. Donc, ça peut se passer en termes de justement 45 à 60 jours habituellement. On va aussi avoir une attitude générale qui est ouverte et donc on souhaite s'informer de quelles sont les options, quel est le fonctionnement. Et c'est pas mal ça, je dirais. D'accord. On va se pencher un petit peu plus dans le concret, plan d'affaires. C'est pour faire des exemples, donner un exemple. C'est quoi faire un plan d'affaires? Avant même d'aborder le sujet du plan d'affaires comme tel, à quoi on pourrait comparer un plan d'affaires? Moi, l'idée qui me vient en tête, c'est vraiment au niveau qu'on part en voyage. Quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On planifie. Donc, on planifie où on va, notre budget, qu'est-ce qu'on apporte, nos dates, on fait qu'est-ce qu'on va visiter sur place. N'importe qui est déjà allé à Paris sait qu'il y a une tonne de choses à voir. Donc, on va cibler des endroits en premier, en tout cas s'assurer qu'on ne passe pas à côté de certains endroits. Pour moi, un plan d'affaires, c'est la même chose. C'est un petit peu la même image que j'ai par rapport à comment on planifie notre entreprise. Tu sais, je parlais en début d'émission, pour devenir un bon gestionnaire, on doit avoir des bases solides. Le plan d'affaires nous permet de ne pas passer à côté d'aucune information. Donc, si tu veux élaborer un petit peu plus là-dessus. Justement, j'utilise à l'occasion cette même image. On part en voyage, donc on doit planifier, bien, premièrement, où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est habituellement, peu importe la structure de plan d'affaires qu'on va utiliser, de organisme X ou banque Y, on va toujours retrouver les mêmes éléments clés au niveau du contenu, peu importe si c'est présenté en premier, en dernier, au milieu. Et donc, un des éléments qu'on veut voir, c'est évidemment quel est le type de projet qui est présenté immédiatement. On s'en va où avec ça? Quels sont nos objectifs à court, moyen, long terme? On est qui dans l'équipe de direction qui veut mener à bien ce projet-là? Et on peut aussi toucher une certaine partie d'analyse des risques inhérents à partir de cette entreprise-là, donc au niveau autant du marché, des opérations que des finances. Ensuite, on va avoir aussi la portion ce que j'appelle les in, donc la portion marché. On va avoir le potentiel de marché. Parce que ce qu'on souhaite savoir, c'est justement quelle est la grandeur de la piscine dans laquelle on se baigne tous, c'est-à-dire, si je peux utiliser la métaphore pour la taille du marché. Donc, est-ce qu'on se baigne dans une piscine olympique ou bien si on se baigne dans une pataugeoire pour enfants? Donc, c'est un petit peu justement de déterminer en termes de milliers de dollars ou de millions de dollars quel est le potentiel maximal. Et évidemment, ensuite, on va regarder la concurrence, donc qui sont les baigneurs dans cette même piscine-là. Est-ce qu'on est 2 à se baigner dans une piscine olympique ou encore est-ce qu'on est 8 à vouloir se baigner dans une pataugeoire pour enfants? Oui. Donc, il y en a forcément dans un cas où on va pouvoir nager toute une vie jusqu'à en être ratatiné, puis jamais se rencontrer si on n'a pas à le faire, ou à moins de faire exprès. Et sinon, dans l'autre cas, on risque d'avoir des gens qui vont sortir du marché, c'est-à-dire de la pataugeoire pour enfants, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Donc ensuite, évidemment, on va parler de comment est-ce qu'on va attaquer ce marché-là, donc tout le point de vue de la mise en marché. On a autant les événements de réseautage, de la vente directe, quels sont les vecteurs publicitaires qu'on va utiliser et aussi, bien, on parle beaucoup de médias sociaux, de tout ce qui est web, qui est un autre aspect qui a pris énormément d'ampleur dans les 5 à 10 dernières années. Ensuite, on va avoir le chapitre des opérations, donc tout ce qui est processus critique.
Un autre élément qui est très important au niveau des opérations, c'est le prix de revient. Le prix de revient, j'insiste souvent sur cet élément-là parce qu'on aura beau vendre, si on n'a pas la certitude qu'on fait un profit, un bénéfice brut à tout le moins, à ce moment-là, on n'a aucune garantie que l'entreprise va être viable, va être rentable, va durer dans le temps. Et je ne pense pas qu'il y a personne qui investisse du temps et autant d'énergie pour que finalement ce soit un échec. Donc, si je peux me permettre, oui. Éric, un exemple, coût de revient. Si, disons, opérer votre entreprise vous coûte 100 $ par jour, il faut, connaître ce 100 $ par jour, ça, c'est bien important. Ça vous permet de savoir, je parlais de gestionnaire tantôt, combien on doit vendre, combien d'items on doit vendre pour faire ce fameux 100 $ par jour. Si on ne le fait pas une journée, on rentre le lundi, on fait 50 $, mais on doit faire 150 $ le lendemain pour compenser la perte de notre journée. Le coût de revient, c'est se donner un gauge, c'est se donner une idée de combien ça coûte notre entreprise. Moi, je dis toujours au plus petit dénominateur qu'on peut avoir. Oui. Donc, si c'est par contrat, par journée de vente, on peut faire un équilibre. Si on est ouvert le vendredi plus longtemps et le jeudi, bien, peut-être qu'on peut mettre plus de sous cette journée-là. Mais il faut avoir une idée de combien on doit faire de sous dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, dans notre année, pour qu'on puisse savoir, c'est ça, c'est quoi le seuil minimum requis pour être capable d'arriver finalement. Oui, ça, c'est la notion du seuil de rentabilité. Oui. Il peut être quotidien, il peut être hebdomadaire, il peut être mensuel, mais aussi, il faut savoir, pour reprendre ton exemple de 100 $ par jour pour arriver à nos objectifs finaux, il faut aussi savoir que si on vend l'objet, le bien ou le service en question 10 $, bien, il faut être certain qu'il se vend bel et bien, c'est-à-dire qu'il nous coûte réellement un 5 $ et non pas 9,50 $. Alors que, justement, on va dégager beaucoup moins de profit qu'on le pense, puis c'est justement ce qui fait qu'on laisse un petit peu à la chance ou au hasard de survivre, justement. Donc, le principe, puis ce qu'on dit, c'est évident en soi que les gens disent, ben oui, je maîtrise mon coût de revient, mais justement, on parle de la base, donc c'est important de marteler ce point-là. Et peut-être que je vais en faire rire quelques-uns, mais ne pas oublier votre salaire dans ça, s'il vous plaît. Sinon, si on ne fait pas de salaire, ça reste un beau hobby coûteux. Coûteux et qui prend énormément d'heures et de temps et d'énergie. Oui, exactement. Donc, le salaire doit être inclus dans le coût de revient. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres? Donc, pour en revenir au niveau du ce que j'appelle le chapitre 3, qui est les opérations, on va aussi, dans certains cas, si on a un local commercial, donc un emplacement, on va évidemment inclure habituellement un plan d'aménagement et toutes les raisons qui ont motivé ce plan d'aménagement-là. Donc, on ne cherche pas nécessairement d'avoir un local commercial qui est le moins cher possible parce que pour multiples de raisons, j'ai vu au fil des années des commerces de détail aller s'installer au 2e étage d'un bureau. Ça n'a pas été un franc succès, je dirais. Puis je dis ça, mais c'est parce que c'était évidemment le faible coût du loyer qui a été le facteur principal de la sélection, alors qu'il faut regarder justement un emplacement qui est approprié pour le type d'entreprise qu'on a. Donc là, on parle d'aménagement. On va parler aussi de tous les aspects juridiques, donc tous les aspects permis, licence, certificat, que ce soit au niveau de la province, au niveau du pays ou encore au niveau local. Donc, la municipalité peut avoir aussi des exigences sur le type d'activité que vous voulez opérer. Et là, je parle d'un commerce, mais ça peut aussi s'adresser à une entreprise qui fait de la fabrication où justement, on va avoir des limitations à certains types d'activités selon l'endroit où on est dans la municipalité. Et dans le cas de l'entreprise de service, que ce soit personnel ou un service professionnel, bien là, tout dépend où est-ce que vous êtes installé. Si c'est à domicile ou encore si c'est mobile, bien là, ces éléments-là vont changer. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre élément au plan d'affaires? On a ensuite, en temps normal, dans une structure, on retrouve un chapitre sur les ressources humaines. Les ressources humaines sont habituellement très limitées dans le cas d'une entreprise travailleur autonome, qui est, je dirais, 80% des entreprises avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Donc, cette section-là est habituellement très simple. On va regarder tout de même
On parlait justement de l'importance d'avoir un salaire pour le dirigeant et évidemment de planifier quel sera le salaire d'éventuels employés pour que ce soit déjà factorisé dans le prix de revient que j'ai mentionné précédemment. Et la raison est simple, pour pas qu'on soit obligé d'augmenter d'une façon importante le prix de vente lorsqu'on sera rendu à avoir des employés. Donc, on calcule idéalement déjà un salaire dans les tarifs qu'on va charger à nos clients pour que, quand peu à peu, au fil du temps, on embauche des employés pour faire ce travail-là à notre place, qu'il n'y ait pas une augmentation majeure du prix de vente. Oui, ça, on voit ça souvent dans des cas de moi, je vais charger 20 $ de moins que mes concurrents. Mais en fait, les concurrents chargent le 20 $ de plus pour une raison. Notre équipement brise. Il faut remplacer notre ordinateur, notre véhicule. On a besoin d'engager quelqu'un. Il faut prévoir ces coûts-là d'avance. On ne peut pas arriver au client et dire du jour au lendemain, là, je t'augmente de 20 $ et je me mets au niveau du marché parce que j'ai quelque chose qui s'est passé dans mon entreprise. C'est le fun de se mettre un coussin de côté. Tant mieux si on est capable de se mettre un coussin de côté. Et aussi, le niveau de professionnalisme aussi, il faut faire attention aussi à l'image. Peut-être au niveau du savoir-être, peut-être aborder ça un petit peu avant qu'on Tout à fait. conclue. Donc, et ce que tu me dis, ça me fait penser justement à une situation où on va avoir l'entrepreneur qui est à ses débuts, qui va dire, moi, je veux avoir un tarif qui est compétitif. Qu'est-ce que c'est compétitif? Bien, c'est certainement pas 50% du prix du marché. Donc, de un, l'entrepreneur s'est informé déjà. Il le sait que les compétiteurs vont être, je ne sais pas moi, 75 $ de l'heure. Donc, on ne va pas dire, bien, moi, je charge 35 parce que je veux m'assurer d'avoir de l'ouvrage, parce que ça a un impact qui est négatif sur l'image, la qualité, voire même, on va simplement se poser la question, bien, est-ce que le travail est vraiment si professionnel que ça, s'il est autant moins cher que ce qu'on a habituellement? Donc, quand on parle de tarifs compétitifs, pour prendre l'exemple, et c'est une figure vraiment juste pour illustrer mon point, on dit 75 $ de l'heure dans le marché, bien, on va dire, dans ce cas-là, moi, pour être agressif, je peux peut-être être à 72, 73 $, voire même descendre à 70 pour certaines promotions particulières, mais ça ne devrait pas être nécessairement systématique qu'on fait ça comme ça. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Ce qu'on voulait vous jaser aujourd'hui, c'est vraiment la base, la fondation. Une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est solide, ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Ça nous permet d'être un bon entrepreneur. Financière. Il y a un autre élément au plan d'affaires qu'on allait justement peut-être passer à côté, mais qui est un incontournable. Quand on parle d'un plan d'affaires, c'est sûr que la portion prévision financière, c'est une partie intrinsèque du document. Et majeure même. Exactement, une partie majeure parce que tout ce qu'on va avoir dit dans le plan d'affaires, c'est notre planification pour le voyage en question qu'on veut faire et les prévisions financières en sont une sorte de traduction en chiffres de ce qu'on a déjà dit dans le plan d'affaires en question. Donc, merci beaucoup, Éric. Ça fut fort instructif. J'espère que ça vous a plu. Juste vous mentionner que dans nos émissions futures, on va aborder plus en détail certains des points qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, on va aussi aborder plus peut-être le côté savoir-être, comment on se comporte et tout ça quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment établir la base, la fondation, tout le côté technique de la chose qui fait qu'on fait une bonne préparation pour être solide par la suite quand on prend nos décisions. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot avant de partir? Donc, comme je disais, l'importance de planifier. Pour développer un savoir-être, il faut commencer par développer un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'il y a un réseau partout à travers la province de conseillers en entrepreneuriat comme moi qui font un excellent travail et qui ont à cœur la réussite des entrepreneurs. Oui, ne pas rester seul. S'il y a un message que vous soyez démarré ou que vous soyez en prédémarrage, il y a du soutien, il y a de l'aide. Renseignez-vous, allez voir qu'est-ce qui se fait dans le marché. C'est vraiment important de ne pas rester seul, surtout si vous avez des problématiques, des préoccupations, des questions. Rester seul, mais ça vous empêche de vraiment bien développer votre entreprise. Et l'idée, c'est que vous soyez toujours en affaires après 5 ans et que ce soit viable,
que vous puissiez en vivre, gagner un revenu intéressant et avoir beaucoup de plaisir à faire ça, finalement, à rester en entrepreneuriat. Alors, ça conclut. Mot de la fin, Éric? Fin. Merci beaucoup. C'est mon collègue de travail. Je l'ai un petit peu impliqué dans ma démarche aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Impliqué est un mot. Merci beaucoup de t'être plié au jeu et de nous communiquer ton savoir auprès de nos auditeurs et auditrices aujourd'hui. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir à une prochaine émission.